Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette preview de The Trick Play Podcast, une des dernières de l'été 2025. La saison est sur le point de redémarrer, enfin elle a déjà redémarré à l'heure où je parle. Il y a déjà eu des matchs de week 1 qui sont joués, la week 0 a déjà été jouée et elle concerne d'ailleurs une de nos trois équipes, puisqu'aujourd'hui on va parler des trois transfuges, des trois nouvelles équipes qui sont arrivées dans l'Atlantic Coast Conference l'année dernière. On va parler des Golden Bears de California, du Cardinal de Stanford et des Mustangs de SMU. Trois équipes qui n'ont pas connu le même destin l'année dernière en 2024 et qui ne connaîtront pas non plus normalement les mêmes destinées pour cette année 2025 à venir. Deux équipes arrivées de la Pac-12, Cal et Stanford, les deux équipes de la baie, deux universités réputées pour leur niveau académique, hein, deux universités qui ont produit énormément de très grands scientifiques, de très grands noms, tout simplement universitaires, mais également de très gros programmes sportifs overall, en athlétisme, en natation notamment. Hein. On parle Stanford et Cal sont parmi les programmes qui ont ramené le plus de médailles olympiques aux États-Unis. Bref, deux programmes qui malheureusement ont subi un exil forcé en Atlantic Coast Conference, ouais, l'Atlantic Coast, alors que les deux facs se trouvent sur la côte pacifique. Un exil forcé, un exil difficile, tandis que pour SMU, on n'est pas du tout sur la même dynamique. Hein, SMU qui arrive du Group of Five, qui arrive de l'American, qui est un gros programme du côté de Dallas, qui a notamment connu qui a été connu à l'époque pour le Pony Express, une sorte de Nil avant l'heure dans les années 70-80, je sais plus exactement, mais qui avait, en fait, ils payaient leurs joueurs pour qu'ils viennent jouer à SMU, sauf que ça avait été révélé et ça avait un petit peu tué le programme qui a mis du temps à se reconstruire, qui est redevenu un programme qui compte dans le Group of Five et qui maintenant est un programme dans le Power Four, et on verra quand on parlera d'eux. Ils ont fait une saison 2024 absolument incroyable. Mais on va commencer avec les équipes de la B et on va commencer avec Cal, les Golden Bears, un programme que j'apprécie particulièrement. Voilà, sans c'est des programmes d'Aaron Rodgers, Deshaun Jackson. Il y a quelque chose autour de ce programme, je trouve, en termes d'atmosphère et d'identité. Voilà, Cal pour sa première saison en Atlantic Coast Conference l'année dernière, qui ont été, on peut le dire quand même, la petite hype du début de saison. Une fanbase incroyable qui a surjoué à mort sur le cliché woke et anti-Trump que porte la fac, hein, pro-LGBT, etc. Hein. C'est une fac extrêmement progressiste. Le début de saison a été vraiment intéressant avec une victoire à Auburn qui a vraiment mis California sur la carte du début de saison. La fanbase a été hilarante sur les réseaux. La chanson Jaden Hot to Go est encore dans ma tête. Il y a eu un College Game Day juste avant le match contre Miami à Cal. C'est la première fois que College Game Day se ramenait à California, ou en tout cas la première fois depuis très longtemps, mais je crois même que c'était même la première fois tout court. Bref, il y a eu une vraie petite hype autour du programme. Malheureusement, la hype est vite redescendue et l'équipe a terminé sur un bilan de 6 victoires pour 7 défaites, la 7e défaite étant au LA Bowl face à UNLV. Pourtant, ils n'ont jamais été très loin lors de leur défaite, avec 4 défaites de suite à moins de 5 points d'écart. Cal a vécu un traumatisme, on peut le dire, à la fin de la Pac-12 et essaye de survivre loin du Pacifique tant bien que mal, et s'en est pas trop mal sorti, honnêtement. Ça aurait pu être mieux, mais honnêtement, on s'attendait à pire. Bref, Cal, il y a eu de la vie, il y a eu de la lumière, il y a eu un petit peu de hype sur le programme, et honnêtement, c'est tout ce qu'on espérait pour eux après le coup dur porté par UCLA et USC il y a de ça quelques années en décidant de quitter la Pac-12 pour la Big Ten. Au niveau du coaching, c'est la 9e saison pour Justin Wilcox qui n'arrive plus à faire une saison positive depuis 2019. Il y a urgence pour le head coach, car même si Cal est un programme avec moins de moyens qu'avant, le bilan commence à être vraiment lourd pour lui. Alors il s'est gagné un peu de temps l'année dernière en faisant mieux que prévu en ACC, mais ce ne sera pas éternel. Pour donc relever un peu la machine et en tout cas repasser dans le positif et sauver sa tête, 3 nouveaux coordinateurs arrivent autour de lui. L'offensive coordinateur Brian Harsin, qui avait coaché Auburn entre 2021 et 2022, remplace Mike Bloech. Et au niveau de la défense, 2 nouveaux coordinateurs avec Vic Otto et Terence Brown qui ont été promus en interne pour remplacer Peter Sermon qui est parti aux Saints de la Nouvelle-Orléans.
Voilà pour le coaching staff. Au niveau du recrutement, seulement 10 recrues lycéennes. C'est la 69e classe de recrutement lycéenne. C'est une des pires dans le Power Force. Seulement 10 joueurs et un joueur 4 étoiles, l'athlète Jaeyeon Young, qui arrive de Californie, qui devrait, si je dis pas de bêtises, jouer au poste de cornerback. Voilà pour le recrutement lycéen qui n'a pas été fameux honnêtement. Et c'est dans le portail des transferts qu'on a le plus connu de l'activité. Le turnover a été massif, une bonne trentaine de joueurs dont les titulaires ont quitté le programme et il y a donc eu 38 arrivées pour une classe de transfert qui est la 38e, comme le nombre d'arrivées donc du côté de Cal. Allez, on va faire une petite revue d'effectifs assez rapide. Le quarterback titulaire, Fernando Mendoza, a quitté le programme pour Indiana. La course est donc ouverte pour savoir qui sera le prochain leader de l'attaque. Cela se joue entre Devin Brown et Jaron Kawe Sagapolutele. Le premier, donc Devin Brown, est une ancienne recrue 4 étoiles QB5 de la classe 2022 qui avait commit à Ohio State. Le second est un freshman qui avait d'abord commit à Cal avant de décommit pour aller à Oregon, puis de faire le chemin inverse, le tout durant le mois de décembre 2024. C'est un joueur qui est donc un 5 étoiles, mais qui ne compte pas en tant que en fait en tant que recrue lycéenne. En fait, il compte en tant que transfert. C'est pour ça que je ne l'ai pas parlé. Il est pas, pardon, il est pas 5 étoiles, il est 4 étoiles, mais il est border 5 étoiles, 5e meilleur QB de la classe 2024. C'est un drôle. Franchement, c'est assez drôle. Vraiment, il avait commit à Cal, puis finalement, début décembre, il dit non, finalement, je vais à Oregon. Et puis, début janvier, finalement, je repars à Cal. Bon, très bizarre. Mais bon, voilà, il est sur le campus de Cal maintenant. Il a un plafond qui peut vraiment le mener à la NFL, même s'il est juste true freshman. Alors que Devin Brown a plus d'expérience. Il avait eu sa chance, Devin Brown, lors du Cotton Bowl 2023, mais il s'était blessé. Ce qu'il avait envoyé sur le banc à tout jamais du côté des Buckeyes, surtout avec l'émergence de l'arrivée de Kyle McCord notamment. Donc voilà pour ces deux joueurs. Devin Brown, plus d'expérience. Je pense que c'est Devin Brown qui devrait être le QB titulaire pour l'année à venir. Je vais vérifier vite fait, mais il me semble que ah non, mais non. Ah non, je dis que ça va se jouer, mais en fait, voilà, je viens d'avoir un peu la news. Ce ne sera pas Devin Brown le titulaire, ce sera bien Jaron Keawe Sagapolutele. Du coup, le true freshman sera donc titulaire à Cal. Et en backup, il aura donc Devin Brown. Donc voilà, le Cal qui va se lancer avec un true freshman qui a du potentiel, mais on sait, true freshman, c'est pas toujours une réussite dès la première saison. Autour de lui, donc, pour Sagapolutele, on aura plus Jaden Hot to Go. Malheureusement, la chanson incroyable Hot to Go qui est partie, qui n'est plus. Le running back est parti faire banquette à Oklahoma. Voilà, bien fait pour lui. Il fallait rester à Cal. T'as une chanson à ton honneur. Reste à Cal, bordel. Mais voilà, il est parti. C'est pas le seul à être parti. Javian Thomas aussi est parti pour UCLA. En fait, c'est à peu près tous les running backs de California qui sont partis. Et donc, on a fait marcher le portail avec l'arrivée de Kendrick Raphael de NC State et de Brandon Haig de UTSA. Au niveau des receveurs, on a un titulaire qui est de retour. Ça y est, enfin un titulaire qui est de retour. En effet, Trent Grisel revient pour une dernière saison. Autour de lui, plein de transferts, puisque il y a eu beaucoup de départs, puisque Jack Hendries est parti pour Texas, Isaiah Hunter est parti pour Nebraska, Jonathan Brady est parti pour Indiana et Mikey Matthews est parti pour UCLA. On a donc l'arrivée du speedster Jacob De Jesus qui arrive de UNLV, Mark Hamper qui arrive de Wisconsin. Et au niveau du tight end, on aura Landon Morris, le tight end, qui arrive de Temple. Au niveau de la ligne offensive, c'était désastreux l'année dernière en passe protection. C'était le plus de sacs alloués en power 4 avec Oklahoma. Il y a donc eu du changement là aussi. Les 5 titulaires ont donc changé avec 4 arrivées via le portail. Seul l'offensive tackle Braden Miller était à Cal l'an dernier, il devient donc titulaire. On rajoute l'autre tackle Leon Bell qui arrive de Mississippi State, les offensive guards Tyson Ruffins qui arrive de Nevada et Jordan
Spazovic Moko qui arrive de Charlotte et le centre Daveyon Harley qui arrive de Jacksonville State. Des renforts censés renforcer la plus grande faiblesse de l'an dernier. Il va falloir s'améliorer sur le post protection tout en restant bon au niveau du run block. Mais voilà, 4 nouveaux joueurs parmi les titulaires qui n'étaient pas là l'année dernière et Braden Miller qui a une promotion en interne, si je puis dire. Au niveau de la défense, c'est la même mélodie, on a du transfert dans tous les sens pour renforcer une défense qui a perdu 4 joueurs partis pour la NFL, puisqu'on a le cornerback Noel Williams, le safety Craig Woodson, le linebacker Teddy Buchanan et le cornerback Marcus Harris qui ont été draftés en avril. La défense qui a été une des satisfactions de Cal l'année dernière et donc qui a connu beaucoup de changements aussi. On va commencer avec la ligne défensive, puisque Nate Burrell s'est blessé et va manquer toute la saison. On aura en defensive tackle Aiden Kianaina qui sera au centre de la ligne et autour de lui on aura le transfert de Notre-Dame Tyson Ford et le retour de TJ Bowlers. La blessure de Nate Burrell fait vraiment du mal à cette équipe-là puisqu'il ne sera pas là pour toute la saison et c'était un joueur prometteur sur la ligne défensive. Au niveau des linebackers, Cade Uluave et Ryan McCulloch sont de retour et devront prendre le rôle de Buchanan en tant que leader de la défense. Ils seront accompagnés par TJ Bush Jr. qui arrive de Liberty et Harrison Taggart qui arrive de BYU, ainsi que l'intrigant potentiel venu tout droit de JUCO, Odero Okaka qui arrive du collège de San Mateo, un joueur de JUCO avec beaucoup de potentiel et qui était très demandé sur le portail et qui décide d'arriver à Cal pour lui qui était déjà en Californie dans le système JUCO. Voilà pour un groupe de linebackers assez intéressant. Au niveau du backfield, le freshman Zion Young devrait jouer un rôle d'entrée, mais les titulaires devraient être des joueurs tous issus du portail. Le cornerback Ezekiel Mazes qui arrive de FIU, l'autre cornerback Brent Austin qui arrive de South Florida. Puis au niveau des safety, on devrait avoir Tristan Dunn qui arrive de Washington et Drew Polydor Jr. qui arrive de Montana State. Le seul joueur qui était à Cal et qui devrait être titulaire dans cette escouade le sera en nickelback, ce sera Jasia Wagoner. Bref, on le voit dans cette équipe de Cal, beaucoup de transferts, une O-line en reconstruction, des skill players qui ont tous changé et une question au poste de QB, est-ce que le freshman Saga je vais y arriver au niveau du nom. Saga Polutele, qui donc a beaucoup de potentiel et est-ce qu'il va pouvoir l'exprimer dès sa première saison. En tout cas, beaucoup de nouveaux joueurs. On verra si ça clique d'entrée ou pas. Au niveau du calendrier chez Cal, on démarrera donc le 31 août, dans la nuit du 30 au 31 août à Oregon State. Ensuite, deux réceptions, Texas Southern et Minnesota. Et puis on commencera les matchs de il y a il y aura un dernier déplacement à San Diego State. Puis on démarrera fin septembre les matchs de conférence avec un déplacement à Boston College, la double réception de Duke et de North Carolina, le déplacement à Virginia Tech, puis le mois de novembre, réception de Virginia, déplacement à Louisville, puis à Stanford. Et on terminera avec la réception de la 16e meilleure équipe du pays, SMU, 16e à la pré-saison, le 29 novembre. Je vois une saison pour California en 6-6, en égalité. 6 victoires pour 6 défaites. Je les vois perdre contre Minnesota, Boston College, North Carolina, Virginia Tech, Louisville et SMU. Honnêtement, le plafond peut se trouver autour de 8 victoires parce que Cal évite Miami, Florida State et Clemson. Les déplacements ne sont pas insurmontables, honnêtement, à part celui à Louisville. Et franchement, si cela clique bien du côté de Cal, l'équipe pourrait vraiment être la surprise de l'année dans la conférence. Et pourquoi pas espérer viser, comme je le dis, les 8 victoires. Mais on va rester réservé, on va rester calme. Je pense que déjà une saison en 6-6 dans les mêmes eaux que l'année dernière sera déjà un bon début. L'équipe vise une saison en positif et pourquoi pas aller la chercher en bowl en fin de saison. Voilà pour Cal, on va passer chez le voisin maintenant, le Cardinal de Stanford. Et si Cal a été la belle petite surprise, il nous a fait beaucoup rire sur les réseaux avec sa fanbase. Cal, on a plutôt envie de pleurer. Honnêtement, c'est peut-être le programme qui subit le plus de plein fouet le transfert forcé en ACC.
au-delà du programme de football, Stanford, c'est un très très gros programme tout court, aussi bien en natation qu'en athlétisme, et ça fait un coup dur, franchement, parce qu'il n'y a pas que le foot dans le sport universitaire. Mais voilà, c'est le foot qui nous intéresse, et rien ne va plus à Stanford. On se souvient, Stanford, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un programme sérieux, un prétendant au Rose Bowl. Il y avait des joueurs qui pouvaient remporter le Iceman, c'était une équipe qui jouait le titre en Pac-12 chaque année. Eh bien, depuis 2019, Stanford n'arrive plus à dépasser les 4 victoires. C'est donc la 6e saison avec 4 victoires ou moins pour Stanford. L'année dernière, c'était un bilan de 3 victoires pour 9 défaites, même s'ils ont quand même battu Syracuse là-bas. Et ils ont battu Louisville, qui était classé chez eux en novembre. Comme quoi Stanford reste quand même un cimetière pour les équipes classées qui y vont. C'est un peu comme Purdue, il y a toujours un peu cette étiquette d'équipe qui va te ruiner ta saison, alors que eux sont pas très bons. Mais bon, à part ces 2 belles victoires, le reste a été catastrophique. L'attaque n'a pas été bonne, la défense a été horrible. Bref, c'était une saison insuffisante et très difficile pour eux. On a donc changé pas mal de choses au niveau de l'organigramme, que ce soit au niveau du coaching staff, mais également au-dessus, puisque Andrew Luck, la légende du programme, l'ancien QB des Colts, arrive pour être le général manager de l'équipe. Sa première décision a été de virer Troy Taylor, qui était là depuis 2 ans au poste de head coach. Andrew Luck qui a nommé Frank Reich, ancien coach des Colts d'Indianapolis et des Panthers de Carolina en NFL, qui a une très 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 grosse expérience dans la ligue professionnelle. Frank Reich qui arrive pour faire l'intérim, il est vraiment là que pour 1 an. Le temps pour Andrew Luck de retrouver le coach qu'il lui faut pour construire la suite. Frank Reich qui sera là que pour 1 an, mais qui doit quand même impulser un redémarrage. Il sera accompagné par l'offensive coordinateur Nate Beham, qui profite d'une promotion en interne, et du coordinateur défensif Bobby April, qui est toujours là, et ce sera sa 3e saison à ce poste à Stanford. Un coach estampillé NFL pour faire l'intérim, et un recrutement pas incroyable, 56e classe de recrutement du pays avec 17 arrivées et seulement un 4 étoiles. Le receveur numéro 14 au niveau national, John Anthony Hall, qui arrive de l'Indiana. Peut-être Frank Reich est-il intervenu dans ce recrutement, ou Andrew Luck peut-être, puisqu'on sait que les deux sont passés par Indianapolis. Au niveau du portail des transferts, il y a eu une très grosse perte parmi la vingtaine de joueurs qui ont quitté le programme. C'est l'Edge David Bailey qui est parti pour Texas Tech, et on a 18 joueurs qui arrivent à Stanford, qui signent donc la 54e classe de transfert. Trop de turnover l'an dernier au niveau de l'attaque, une très mauvaise réussite sur les third down. Honnêtement, l'attaque de Stanford a vraiment besoin d'un renouveau. Est-ce que ce renouveau passera par le quarterback titulaire Ben Gulbranson, qui était à Oregon State l'année dernière? Rien n'est moins sûr. C'est un joueur vétéran, mais c'est franchement un QB moyen qui a en fait souvent démarré ses saisons en tant que backup et qui est ensuite devenu titulaire pour terminer, comme l'année dernière où il a joué les 4 derniers matchs avec les Beavers. C'était tantôt moyen, tantôt pas bon, on peut le dire. Son backup sera Elijah Brown, 4 étoiles de la classe 2024, qui ne sera pas titulaire, mais qui pourrait bien avoir le rôle au cours de saison, parce que Gulbranson n'a pas fait un match incroyable à Hawaï, puisqu'ils ont joué déjà au moment où j'enregistre cette preview à Hawaï en week 0, et ils ont perdu sur un field goal à la dernière seconde. 23-20 si je dis pas de bêtises au niveau du score. Enfin donc voilà, Gulbranson pas très haut sur ce QB clairement. Si Frank Reich est QB par intérim, on peut dire que Gulbranson est un petit Frank Reich est head coach par intérim, on peut vraiment dire que Gulbranson est QB par intérim dans cette équipe. Au niveau du backfield des running backs, le sophomore Micah Davis sera le running back numéro 1. Il était 2e en rushing yard l'année dernière avec 309 yards, c'est pas beaucoup. Le backup sera le redshirt freshman Cole Tabb. C'est franchement une room assez faible dans l'ensemble en termes d'expérience et de niveau. Au niveau des receveurs, c'est également très faible. Ayo Manor est parti pour la NFL, Emmett Mosley a transféré à Texas, et Tiger Backmeyer a suivi son frère Beer à BYU. Bref, il n'y a plus grand chose. On a donc Bryce Farrell et Kaiden Haig qui seront les titulaires. Ces deux joueurs n'ont quasiment jamais vu le terrain durant leur carrière, et on se retrouve vraiment avec une room qui n'a pas beaucoup d'expérience. L'autre titulaire qui a un peu plus d'expérience, mais c'est pas incroyable, c'est le transfert de Wisconsin CJ Williams.
16 catchs l'année dernière pour 15 yards par réception. Voilà, il a un petit peu vu le terrain avec les Badgers l'année dernière, mais c'était pas non plus folichon. Pour les tight ends, le titulaire sera Sam Rouge, qui est peut-être la seule certitude à ce poste-là. Et dans cette room de receveurs, il a réalisé une saison intéressante l'année dernière avec 300 yards. On verra s'il peut progresser. Au niveau de la O-line, on est peut-être dans la seule satisfaction en attaque, parce qu'il y a franchement quelques joueurs intéressants. Les deux tackles, Khalil House et Nicky Prongos, qui arrivent de UCLA, sont pas trop mauvais. House, notamment, est un true sophomore avec un potentiel très intéressant, aussi bien techniquement que physiquement. Il a vraiment été balancé dans le feu l'année dernière en tant que true freshman. Il s'en est franchement pas trop mal sorti. Donc on verra s'il arrive à progresser. Et puis au niveau du reste de la ligne offensive, on aura les guards Simon Pal et Nick Fatigue qui arrivent de Texas Tech et le centre Richard Freshman Zyron Brown. Au niveau de la défense, le chantier est énorme parce qu'on a vraiment eu une défense catastrophique l'an dernier. C'était une des pires du Power 4. La ligne défensive était correcte, mais la perte de David Bailey est un coup dur. En gros, on perd son seul vrai bon joueur. Au niveau des transferts, on aura donc l'Edge Clay Patterson qui arrive de Yale. Clay Patterson qui s'est déjà fait négativement remarquer pour sa célébration aura farming à Hawaii, ce qui lui a valu une pénalité pour taunting. Et alors qu'il avait stoppé, c'était une quatrième ou une troisième qu'il avait réussi à stopper, ça a redonné un drive à Hawaii qui a pu se scorer derrière un TD. Et quand on sait comment le match a fini, on peut se dire que s'il n'avait pas fait sa célébration aura farming, c'est celle du gamin là qui est à l'avant du bateau en Thaïlande ou en Indonésie qui fait des mouvements assez stylés. Ça a été assez viral sur TikTok et lui a voulu reprendre cette danse. Bon bref, voilà. Bon après il est passé par Yale, donc on peut dire que c'est quand même un joueur qui a la tête bien faite, même si ce comportement un peu idiot qu'il a eu trahit peut-être quelque chose. Mais bon, en tout cas voilà, c'est le principal renfort sur cette ligne défensive. De l'autre côté, on retrouvera Anthony Franklin et au centre, le defensive tackle Zach Rowell. Au moins, c'est une D-line qui a l'expérience du terrain pour elle. Mais on verra comment ça fonctionnera. Pour les linebackers au centre, puisqu'on est dans un système 4-2, 4-2-5, 4-2-4, si je dis pas de bêtises, on aura Matt Rose et Jazia Galvan à l'intérieur. Ah non, c'est pas un 4-2-4, pardon, c'est un 3-4 peut-être plus. Et on aura à l'extérieur Tevarua Tafiti et Ernest Cooper. Matt Rose et Tevarua Tafiti sont les deux joueurs avec le plus de potentiel du groupe de linebackers à suivre donc. Dans le backfield, le seul joueur vraiment intéressant, c'est le cornerback Colin Wright, qui peut aussi jouer safety. J'ai vu dans les deux positions dans les previews, mais il est prévu cornerback dans la depth chart de Stanford cette année. Il a réalisé une bonne saison 2024 sur le plan personnel avec plusieurs picks, plusieurs passes défendues, une quarantaine de plaquages. Il sera accompagné par Scotty Edwards et Mitch Legbeard qui ont des profils très physiques au poste de safety. Et l'autre cornerback titulaire sera le transfert de Dartmouth Jordan Washington. Voilà pour une équipe qui manque clairement de talent et qui n'a pas vraiment le niveau pour exister en Power 4. La depth chart est assez vide, ça manque de joueurs intéressants, ça manque de profondeur. Les titulaires sont déjà pas très forts. En cas s'il y a des blessures, on se retrouve vraiment à faire jouer des joueurs qui n'ont pas le niveau FBS, selon très clair. Je suis très 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 négatif sur l'équipe, mais honnêtement, il n'y a pas grand chose de positif autour. Courage à Andrew Luck pour réussir à reconstruire ce programme qui en a vraiment besoin. Il n'y a plus rien. Franchement, le programme est mort, il n'y a plus personne enfin, le stade pas très rempli, il n'y a pas vraiment de hype, il n'y a pas vraiment de raison d'espérer. Et la défaite en week 0 à Hawaï n'augure rien de bon. L'objectif, c'est vraiment de préparer la suite, reconstruire une identité qui donne envie aux joueurs de venir à Stanford, mais ça va pas être facile honnêtement. Courage à coach Reich et au général manager Luck. On va donc passer au calendrier, donc avec une première défaite à Hawaï, c'était le 24 août, enfin dans la nuit du 23 au 24. Défaite 23-20 sur un field goal. L'équipe enchaînera ensuite le 7 septembre, puisqu'elle est en bye week, en week 1, avec un déplacement à BYU. Ensuite, ce sera la réception de Boston College, puis le déplacement à Virginia. On recevra ensuite San Jose State le 27 septembre. Pour le mois d'octobre, déplacement à SMU, réception de Florida State, déplacement à Miami
puis la réception de Pittsburgh pour commencer le mois de novembre, et ensuite déplacement à North Carolina, réception de California, et ça terminera le 29 novembre avec la réception de Notre-Dame. On a donc 3 matchs contre des équipes classées en pré-saison, SMU qui est 16e, Miami 10e et Notre-Dame 6e. La défaite à Hawaii ne présage rien de bon et le reste du calendrier également. Je vois une nouvelle saison en enfer pour Stanford. Le calendrier est vraiment très difficile et je les vois en remporter seulement 2 face à Virginia et face à San Jose State. Le reste du calendrier est beaucoup trop dur. L'équipe, franchement, pourrait même faire une saison en 0-12 parce que déplacement à Virginia, même si Virginia est un petit peu dans la même situation qu'eux, et la réception de San Jose State qui, si je ne dis pas de bêtises, a battu les a battus l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier ça vite fait, mais il me semble qu'ils les ont battus l'année dernière, San Jose State. Ouais, ils les ont battus l'année dernière et c'était à San Jose State. Bon, peut-être que ils arriveront à gagner, mais en tout cas, ouais, franchement, je les vois pas gagner plus de matchs que ça. 2 victoires grand max et on peut vraiment avoir une saison à 0 victoire. Franchement, c'est la prévue la plus triste. On a même pas envie de se moquer honnêtement, parce que c'est un vrai beau programme Sandford autour du pas que dans le football, mais malheureusement, bah il y a plus rien. Honnêtement, il y a plus rien dans cette équipe et ouais. Bon courage aux fans du Cardinal. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent et espérons que les lendemains seront meilleurs et peut-être une surprise, hein, mais j'ai du mal à y croire. J'ai vraiment du mal à y croire. Allez, on passe à SMU et là cette fois-ci on va être content, on va sortir le on va sortir le champagne parce que l'année dernière, c'était une saison vraiment incroyable. Ils sont arrivés du groupe of 5 en Power 4. On leur promettait pas forcément une très grande saison et pourtant, ils ont collé une fiche de 11 victoires pour 3 défaites. Ça a été la surprise du chef SMU vraiment l'année dernière. Une défense élite, une attaque élite, un rythme de jeu exceptionnel. Il fallait vraiment, vraiment suivre le rythme de SMU. C'était violent. Vraiment, SMU, c'était violent. Ils ont mis des claques à beaucoup de monde en Atlantic Coast. 11 victoires, 3 défaites. Ils étaient à un bilan de 11-1 au moment d'arriver en finale de conférence, qu'ils ont perdu de peu contre Clemson. Franchement, ils ont perdu de peu contre Clemson, puisque ils ont pris l'eau, ils ont vraiment pris la foudre au début du match. Ils ont réussi à comeback et perdre sur un field goal à la dernière seconde. Donc bilan de 11-2 pour finir après la finale de conférence et ils ont été qualifiés en playoff. Si je dis pas de bêtises, c'était le 11e seed des playoffs. Ils ont été sauvés parce qu'ils n'avaient que 2 défaites, parce qu'une équipe parce qu'il n'y a jamais eu d'équipe à 3 défaites qui sont allées en playoff et qu'Alabama, qui était dans le mix pour remplacer SMU, n'a finalement pas passé le cut. SMU est allé en playoff, mais il y a eu un retour assez violent à la réalité en playoff contre Penn State. Beaucoup trop de turnover d'entrée et une défaite en international qui leur a valu des moqueries qui étaient vraiment pas méritées parce que franchement, le reste de la saison est incroyable. On n'attendait pas autant de la part de SMU qui arrivait du Group of Five et qui est devenu une équipe playoffable en Power 4. Rendez-vous compte, ils ont fait les playoffs avant des programmes comme Wisconsin, par exemple. Ou même Texas A&M. Enfin, c'est une folie, c'est vraiment une folie et bravo à eux, tout simplement. La saison a vraiment été une entière réussite malgré les 2 défaites à la fin et franchement, SMU peut vraiment s'installer comme une top team de la conférence dès cette année. Au niveau du coaching staff, je vais regarder ça tout de suite parce que au niveau du coaching staff, donc, on a gardé tout le monde. On a gardé tout le monde. Le head coach Rhett Lashley repart pour sa 4e saison. Le coordinateur offensif Casey Woods est toujours là, tout comme le coordinateur défensif Scott Simmons. Bref, grosse saison. Tout le monde reste. Personne n'est parti ailleurs, surtout au niveau des cordeaux. Voilà, la continuité et on espère que ça va faire aussi bien du côté de SMU. Au niveau du recrutement, SMU, c'est au Texas, donc c'est un très gros vivier de joueurs et SMU a signé la 32e classe de recrutement lycéenne avec 22 joueurs dont un joueur 5 étoiles. Un joueur 5 étoiles avec l'offensive tackle
Dramod Odoms qui arrive de Houston. Donc Dramod Odoms, 5 étoiles, le lycéen, 6e meilleur joueur de l'État, 6e meilleur tackle du pays. C'est une très grosse prise pour SMU qui récupère également au niveau des 4 étoiles 3 joueurs. Le receveur Jalen Cooper, le QB Ty Hawkins et l'autre receveur Dylan Singleton. Au niveau du panier des transferts, 20 nouveaux joueurs posent leur valise à Dallas. On en parlera pendant la revue d'effectifs qu'on commence dès maintenant avec l'attaque qui a été vraiment solide l'an dernier. 36 points par match, 430 yards par match, une réussite insolente dans les troisièmes tentatives. Malgré un petit souci de turnover, ça a été une des attaques les plus explosives du pays l'année dernière. On va parler du quarterback. Ok, je veux bien l'entendre. Kevin Jennings, oui, il a été écrasé par la pression l'année dernière à Penn State. Mais le QB Richard Jr. a vraiment été une des nouvelles stars au poste l'année dernière. Kevin Jennings s'est fait un nom l'année dernière dans les QB au niveau national et il sera de retour au centre de l'attaque des Mustangs cette année. Malgré 11 interceptions, il a été plutôt précis avec 3 milliards dans les airs, 23 TD et 5 TD en plus au sol. C'est un joueur qui doit confirmer cette année, notamment dans les très grosses ambiances, dans les très gros matchs. Et il en aura cette année, il me semble, dans son calendrier. Il faudra que je revoie le calendrier, mais on en parlera. Je peux regarder le calendrier maintenant. Ouais, il y en aura un. Il y aura un gros match à Clemson notamment, où il devra prouver qu'il gère mieux dans ces grosses ambiances. Mais voilà, l'année dernière, c'était une breakout year pour lui. Maintenant, il faut confirmer. Ce qui est peut-être le plus dur en college football. Donc, on verra. Au niveau des running backs, l'excellent running back Brashard Smith est parti pour la NFL. On a donc des remplaçants avec Derrick McFall qui est promu au poste de titulaire, lui qui était le running back numéro 2. Et il sera accompagné par le transfert de Miami, Chris Johnson Jr. Le corps de receveur ne devrait avoir qu'un seul transfert au poste de titulaire. C'est Yamir Knight qui arrive de James Madison. On est dans une attaque qui spread énormément la balle autour d'un grand nombre de receveurs. L'année dernière, il y avait 7 joueurs à plus de 21 réceptions. Donc, il y aura encore beaucoup d'options. Les vétérans Romelo Brinson et Jordan Hudson sont de retour. On aura aussi les deux true freshmen, Dylan Singleton et Jalen Cooper, les deux joueurs 4 étoiles, qui devraient déjà être utilisés et qui seront scrutés de très près. Au niveau des tight ends, les deux tight ends titulaires sont de retour avec RJ Maryland qui a raté la moitié de l'année 2024 à cause d'une blessure et Matthew Ibner. Au niveau de la O-line, les deux tackles PG Williams et Savion Bird sont de retour. Ils auront le talent vraiment pour être All ACC cette année. Le guard Logan Parr est également de retour et on ajoute donc 2 transferts pour les titulaires dans la O-line avec le centre Joshua Bates d'Oklahoma et le guard Addison Nichols qui arrive de Tennessee, 2 linemen qui arrivent donc de la SEC. Et puis pour la profondeur, on aura également le transfert de Miami Zion Nelson et la recrue lycéenne Dramod Odoms. Les deux joueurs sont au poste de tackle. On va parler un peu de la défense maintenant qui était excellente. C'était la 7e défense du pays contre la course. Un taux de stop au 3e down absolument affolant. Bref, on avait une équipe vraiment très forte et la base devrait être la même avec quelques transferts intéressants. La ligne offensive sera à nouveau terrifiante sur le pass rush avec le retour des Edge Cameron Robertson et Isaiah Smith, 10,5 sacs et 15 tackles for loss à eux deux l'année dernière. Ils seront là renforcés par les arrivées de DJ Warner qui arrive de Kansas et de Trey Wilson qui arrive de Baylor. Au centre de la ligne, on retrouvera un Français avec Jeffrey Mba qui arrive à Dallas et qui devrait être titulaire au poste defensive tackle. Le Français qui est passé par Independence en JUCO qui avait été la première recrue JUCO, c'était en 2022 si je dis pas de bêtises. Ensuite, il a été à Auburn, puis à Purdue l'année dernière. Mba qui profite de la nouvelle règle sur les éligibilités des joueurs JUCO, ce qui lui donne donc une année supplémentaire. Il aurait dû finir sa carrière universitaire l'année dernière, mais comme il y a eu la jurisprudence Diego Pavia, en fait, on a décidé que les années en JUCO ne comptaient pas dans l'éligibilité. Donc, si tu as fait 2 années en JUCO, tu as le droit à 2 années d'éligibilité en plus en college football. Et Jeffrey Mba, il a fait une année en JUCO à Independence, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, il a une année de plus. Il a donc décidé de repartir au college football dans son objectif d'aller en NFL. On lui souhaite vraiment une très très grosse saison à Jeffrey Mba dans un programme qui a déjà connu un joueur français à SMU avec Junior Ao
qui était là-bas entre 2020 et 2022, Junior AO, qui jouait exactement le même poste. Donc on espère pour Emba une belle saison, honnêtement. Je sais pas s'il nous écoute, mais voilà, on suivra de près sa saison à SMU. Et ouais, voilà, let's go Jeffrey, let's go. Un autre joueur de Purdue arrive également, hein, Damarje Lewis, et puis il y aura aussi le transfert de Texas State, Terry Webb, qui sera également dans le mix, comme on dit. Au niveau des linebackers, les départs de Kobe Lewis et Ahmad Walker, les deux meilleurs plaqueurs l'an dernier, fait mal. Mais ils seront remplacés par les juniors Alexander Kilgore et Zakier Parker, qui lui arrive de East Carolina. C'est peut-être le secteur le moins fort, mais il y a pas mal de jeunes joueurs avec du potentiel et on verra qui arrivera à tirer son épingle du jeu. Mais pour l'instant, il est titulaire. Dans ce système qui est en 4-2-4 seront Kilgore et Barker. Au niveau du backfield, le duo de cornerback Jalen Davis Robinson et Deuce Harmon est de retour. C'était un des meilleurs duos de la conférence l'an dernier, avec 6 interceptions et 11 passes défendues à eux deux. Et au niveau des safety, Isaiah Nwokobia sera le titulaire et il est vraiment considéré comme un des meilleurs safety du pays. Il sera accompagné par Ahmad Moses, le 4e meilleur plaqueur l'an dernier. Enfin, au niveau du kicker, on va parler du senior Colin Rogers qui reprend du service après une saison à 72% de réussite. Au niveau des field goals, on s'attend à un petit peu mieux cette année. Voilà pour une équipe de SMU qui se renforce, qui a perdu certes quelques joueurs, mais qui a vraiment qui garde quand même pas mal de titulaires importants et qui a complété par des transferts très intéressants. On va parler maintenant de la saison à venir de SMU et moi je vous dis je suis assez positif, assez optimiste pour eux. Ça démarre dans la nuit de samedi à dimanche contre East Texas A&M. Ensuite, réception le 6 septembre de Baylor, puis déplacement chez le nouveau venu en FBS Missouri State avant le match de rivalité entre Fort Worth et Dallas, puisqu'ils se déplaceront à TCU le 20 septembre. Pour le mois d'octobre, 2 réceptions Syracuse puis Stanford avant le gros déplacement chez le numéro 4 de la pré-saison et un des favoris pour le titre national à Clemson le 18 octobre. Et on terminera avec un déplacement à Wake Forest le 25 octobre. Et puis pour le mois de novembre, réception de Miami, déplacement à Boston College, réception de Louisville et déplacement à California pour finir tout ça. 2 adversaires classés en pré-saison, Clemson et Miami. On se déplace chez l'un, on reçoit l'autre. Baylor et TCU qui sont 2 équipes qui seront intéressantes en Big 12 cette année. C'est un calendrier qui est pas mauvais, mais pas non plus insurmontable. Honnêtement, en fait, je les vois avec une saison à 10 victoires pour 2 défaites. Honnêtement, je les vois comme ça, 10 victoires, 2 défaites pour SMU, qui va encore s'imposer comme un des meilleurs programmes de la conférence. Je les vois perdre contre Clemson et contre Miami, mais sinon, je les vois l'emporter dans tous les autres matchs. J'ai conscience que les 10 victoires, c'est peut-être le plafond pour cette équipe, et qu'un pronostic plus raisonnable se situerait plutôt autour des 8 victoires, hein. Pourquoi pas, tu sais, défaite face à Baylor, face à Clemson et Miami, et tu vois le déplacement à Boston College, tu le paumes par exemple. Mais honnêtement, je les vois bien, ouais, 10-2, 9-3, 8-4. Pour moi, la vérité se situe sans doute entre ces 3 bilans-là. L'équipe a su garder ses talents et elle s'est bien renforcée. Et honnêtement, SMU, je les attends encore une fois en lutte pour la finale de conférence et peut-être, pourquoi pas, pour les playoffs. Même si les 2 défaites contre Clemson et Miami pourraient quand même sonner le glas des chances en playoff, mais c'est une équipe qui peut clairement à nouveau jouer son coup et qui sera clairement attendue. Après, attention, c'est dur parfois de confirmer, et même si on s'est renforcé, des fois la pression qui vient avec ton nouveau statut peut les étouffer. C'est pour ça que j'aime bien le fait de jouer Baylor en 2e semaine, c'est que ça va être un test très intéressant dans un duel texan. Voilà pour cette preview des 3 nouveaux de FIC qui attaqueront leur 2e saison. En résumé, SMU, on les attend moi je les attends en haut de la conférence, Atlantic Coast Conference. California, je les attends plutôt au milieu, et puis Stanford par contre au fond du fond du fond. Bon courage aux fans du Cardinal, tout simplement. Et puis moi je vous dis à la prochaine. C'était ma dernière preview
de l'été 2025. On se retrouve dans les 1 to 6, on se retrouve dans le podcast Group of Five et tout au long de la saison sur Twitter. Merci de nous donner de la force, merci de nous suivre et continuez à nous suivre. On est là pour vous faire vivre le college football comme si on était tous ensemble sur un canapé entre potes. Et c'est vraiment très cool d'être honnêtement à Tricky Podcast. Je les remercie encore de m'avoir accueilli l'année dernière. Et puis, on va suivre avec attention cette saison. Et moi, je vous dis, SMU, c'est une très grosse côte, mais c'est une côte qui vaut le coup. Sur ce, à la prochaine. Ciao tout le monde et portez-vous bien.